Chapitre 20. Le bouc Cornebic et le coq Adolphine Lem jouent des flûtes. Depuis le tampon administré à la pauvre Astrid, ils savent que le temps leur est compté. Il ne s'agit plus de faire les touristes. La chasse à courre est ouverte. Taillot, taillot. Et le gros gibier, c'est eux. La charrette les retardait trop, ils l'ont abandonné dans la neige. Ça te fait pas trop de chagrin, Lem? Bon, c'est jamais qu'une carriole. Elle vaut pas qu'on y laisse notre peau. Ils se sont chargés de l'indispensable. Quelques vivres, des vêtements chauds. Lem a rempli sa bouteille plate, Cornebic a récupéré son banjo. Ils attaquent la montagne au petit jour. Cette fois, c'est moins commode que la veille. Ça ne descend plus, ça monte. Et ils s'enfoncent dans la neige jusqu'aux genoux. Cornebic doit s'arrêter tous les 300 mètres pour attendre Lem et l'encourager. « Allez, docteur, je vois le sommet. »« Ça fait des heures que tu vois le sommet, je te crois plus. » Ils franchissent le col vers midi à bout de force. Ils prennent à peine le temps de souffler et dégringolent la descente, plus souvent sur les fesses que sur les pieds. La nuit tombe déjà quand ils laissent enfin derrière eux la montagne enneigée. Le docteur Lem n'a guère apprécié le programme de la journée. Il a pris froid et ils toussent méchamment. Maintenant, ils s'essoufflent tous les deux dans la plaine interminable. Plus de neige ici, mais la nuit qui les avale. Voilà bientôt 24 heures qu'ils mettent un pied devant l'autre sans la moindre pause. « Allez, courage !»« Non, Lem, on ne s'arrête pas pour dormir. Elles ne dormiront pas, elles. Il suffirait qu'on arrive à se traîner encore jusqu'au marécage et on serait peut-être sauvés. Je les connais. Elles ne nous seront jamais dans cette bouillasse. Elles sont bien trop chochottes. » Est-ce la nuit blanche passée à marcher, la fatigue, la fringale, la fièvre? En tout cas, voilà Lem qui s'offre une petite rechute. Il a une dizaine de mètres de retard et il appelle. « Hé, Cornebic !»« Oui. Pourquoi on fonce comme ça? Y a pas le feu. »« Ah bon? Tu as envie de te faire rectifier la crête par les griffus? »« Par qui ?» Cornebic s'arrête net et l'attend. « Les griffus, Lem. Ça te dit rien? » « C'est quoi ces bêtes? »« Les fouines, les garces, ça te revient ?» Lem plisse les yeux, fouille sa mémoire. « Je vois pas. »« C'est pas grave, mon vieux, je vais t'expliquer. Tu verras, c'est assez drôle et ça te fera oublier ton mal aux pattes. » Ils se remettent en route, guidés par les étoiles. Cornebic raconte une fois de plus le petit pied, la cigogne Margie, la lettre du vieux Stanley. Il finit par le récit de leurs exploits chez les fouines. L'auberge de la licorne, le boniment de Lem sur la place, sa visite à grand-mère. Comme Cornebic l'a espéré, Lem en oublie ses pas douloureux, sa fièvre, et il avance à bonne allure. Seul inconvénient, le docteur rigole trop. Ça le plie en deux parfois et il ne peut plus avancer. Son passage préféré, c'est devant le palais avec grand-mère dans le sac. Cornebic doit reprendre 3 fois la scène de la portion de boudin. En réalité, l'homme ne croit pas une seule seconde qu'il ait pu faire une chose pareille. Il veut bien écouter pour le plaisir, mais de là à gober l'histoire, faut pas pousser. Ensuite, il marche longtemps, sans rien dire. Dans l'obscurité, il bute parfois sur des pierres, trébuche, se tord les chevilles, se relève. Cornebic pourrait aller plus vite, mais c'est Lem qui flanche. « S'arrête, mon copain, j'en peux plus. » Mais Guibol déclare forfait. « D'accord, Lem, d'accord, mais pas longtemps. » Ils s'assoient dos contre dos. Ils sentent leurs os qui pointent. Chacun est plus maigre que l'autre. Ne t'endors pas, Lem, surtout ne t'endors pas. Le soir nous les cache, mais elles ne sont pas loin, les garces. Je les flaire, je les devine. Elles peuvent nous tomber sur le rable à chaque instant. Cornebic tire un quignon de pain de sa poche, le partage en deux et le fait passer par-dessus son épaule. « Tiens, surprise, je l'ai gardé de la licorne. » Ils sont en train de mâcher avec délice quand, là-bas, au fond de la nuit, 300 paires d'yeux jaunes s'allument. Les voilà déjà. On ne sera même pas allé jusqu'à l'aube. Lem n'a rien vu. Il savoure son pain, les yeux fermés. « Viens, Lem, on repart. »« Sans moi, mon camarade, je reste ici. Je te porte. » Il ne lui demande pas son avis et le charge en travers sur ses épaules. « Allez, Cornebic, cours, encore une fois, la der des der. Voici 4 ans, tu cavalais dans cette même plaine, poursuivi par 2 griffus et tu portais un petit loir sur ton ventre. Aujourd'hui, tu en portes 2, plus un grand coq, et elles sont plus de 300 qui te coursent. Bravo, tu es en net progrès, tu comptes aller jusqu'où comme ça? » Pas loin, pas loin. Le souffle lui manque, ses jambes tremblent. Cette nuit n'en finit plus. Sur ses épaules, Lem s'est endormi et il pèse comme un âne mort. Lui en haut, ses 2 petits en bas. On roupille à tous les étages maintenant dans la maison Cornebic. C'est bien le moment. Si seulement il pouvait atteindre le marécage. Mais c'est fichu, il faudrait des jours et des jours. Cornebic allonge encore sa foulée, tire fort sur ses membres endoloris. Il est au bout du rouleau. Allez, 1 kilomètre encore. Je m'arrêterai quand il fera jour, je les attendrai tranquillement, assis, par terre. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me rejoindre à la course et de m'attraper par le fond de la culotte en pleine nuit.
Ça y est, à l'horizon, un premier nuage se colore de rose. Peu à peu, le ciel s'éclaire. Cornebic ralentit, s'arrête, dépose son chargement de coq à l'abri d'un rocher et s'agenouille, hors d'haleine. La sueur lui ruisselle sur tout le corps. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Lem? Parle plus fort. Cornebic approche son oreille. Brûlure d'estomac, rage de dents, dégradation de la rate, approchez, toutes les infections, langue râpeuse. Pauvre docteur, il radote. C'est la fièvre qu'il travaille. Un jour, il oubliera vraiment tout, jusqu'à son propre nom, mais il saura toujours son boniment. À l'horizon, les yeux jaunes clignotent par centaines, se rapprochent. La respiration de Cornebic s'est apaisée. Venez, mes mignonnes, je vous attends. Il me reste encore une surprise à vous préparer. Vous allez être très fâchés, mais tant pis. Il trouve une pierre pointue et commence à creuser le sol. Il fait un trou rond de la taille d'un bol. Il y passe la main, il y passe l'avant-bras. Ses doigts saignent. Il jette la terre fraîche le plus loin possible, qu'elle ne se doute de rien. Il passe bientôt tout son bras dans le trou jusqu'à l'épaule. Ça suffit. À toi d'abord, petite Lorotte. Il l'enroule dans un grand mouchoir en carreau et la dépose délicatement au fond. Bonne nuit, ma belle. On n'aura pas eu le temps de faire connaissance. Dommage. À toi maintenant, mon bonhomme. Je suis triste de t'abandonner ici, à peine retrouvé. J'aurais bien aimé te voir encore, les yeux ouverts. J'aurais bien aimé entendre encore une fois ta voix joyeuse. « Salut, Corne !» Il n'y a que toi qui m'appelais comme ça. J'espère qu'au printemps, quand vous pointerez votre museau au grand air, vous arriverez à vous débrouiller sans moi, tous les deux, parce que, de mon côté, ça sent le roussi, la fin des haricots. Oh, j'ai pas peur de mourir, je regrette juste que ça ne continue pas encore un peu. Ça me plaisait bien tout ce carrousel-là. Les arbres qui bourgeonnent au printemps, le vent qui souffle, les saisons, gratter mon banjo, manger de bonnes choses, enfin tout quoi. J'ai bien eu quelques pierres dans mes lentilles, mais pour l'essentiel, ça me plaisait. Il dépose le petit pied auprès de sa fiancée et le recouvre de la chaussette du vieux Stanley. Adieu fiston, bonne chance. Il rebouche le trou avec des brindilles et de la terre, arrange bien la surface pour tromper les fouines et s'assoit dessus. Elles peuvent venir maintenant. Les deux petits loirs, de quoi elles parlent? Pas au courant. Oui, elles peuvent venir, il les attend, et en musique même. Après tout, pourquoi il se priverait d'un dernier concert? Il tire le banjo de son sac et commence à jouer Both my little shoes away. Ça veut dire jette mes petites chaussures. C'est la toute première qu'il a apprise, au temps où il avait encore 2 bosselettes à la place des cornes. Les Griffues ne se pressent même plus. Elles avancent par rangées, sûres de leur victoire, dans la lumière pâle de l'aube. Cornebic chante Maman chérie, dis à mes compagnons de jeu. Un nuage gracieux rosit le ciel. Elles seront là d'ici quelques minutes. Dis à mes compagnons de jeu que je ne jouerai plus jamais avec eux. Un vent léger se lève et caresse doucement le visage de Cornebic comme une main. Il pleure en chantant. Il y a si longtemps qu'on ne l'a plus caressé. Que je ne jouerai plus jamais avec eux. Tu peux jeter mes petites chaussures. Maman chérie, tu peux jeter mes petites chaussures. La chanson est finie, le banjo s'est tu. Les fouines sont là, on leur voit les dents. Il va leur payer ça à Cornebic, elles vont les triper comme un lapin. Ça bouge. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Lem? Ça bouge, ça gronde. Lem est allongé sur le côté, l'oreille collée au sol. Cornebic s'allonge lui aussi et il écoute. Oui, ça bouge. Ce ne sont pas les fouines, elles sont trop légères ces sauterelles. D'ailleurs, ça vient de l'autre côté, de l'ouest encore sombre. Il regarde et ne voit rien. Il écoute encore. Cette fois le grondement se précise. Il semble monter des profondeurs de la terre. Dis Lem, il y a des bisons par ici? De la poussière s'élève au lointain. Mais où est le vent qui les soulève? Les fouines se sont arrêtées. Elles tendent le cou, s'interrogent. L'inquiétude se coule dans leurs rangs comme une vague silencieuse. Soudain, un bras se tend. Là-bas, regardez! Du nuage de poussière jaillissent des silhouettes furieuses et ramassées. Au grand galop, des bisons? Non, des boucs. Cornebic, ne t'évanouis pas, tu raterais le spectacle de tes frères qui déboulent. Tu louperais la grande charge. Ils sont 300, non 3000, non 10 000, serrés les uns contre les autres, compacts comme un seul coup de poing. Ils n'ont pas de lance ni même de bâton. Leurs armes sont sur leur tête et surtout dans leur cœur. Ils se partagent pour ne pas écraser Cornebic qui les regarde passer à sa droite et à sa gauche. Il avait oublié leur odeur. Comme vous sentez bon, mes boucs, comme vous êtes vaillants.
Les griffues reçoivent le choc de front. Elles n'ont le temps ni de mordre, ni de déchirer, ni de griffer. Elles valdinguent dans les airs soupirant. Ouf, ouf, oh. Celles qui échappent aux cornes font demi-tour et détalent, miaulantes, la queue entre les jambes. Cornebique est submergé par ce flot galopant de jambes, de bras, de cornes. Il se noie. Quelquefois, il entend qu'on l'appelle par son nom. « Hola, Cornebique !» Il n'a pas le temps de leur répondre qu'ils se sont déjà passés, mais il les reconnaît tous. Porte-bouc, planche-bic, Delbouc, bic-fer. Les larmes lui ruissellent sur les joues. Il empoigne Lem qui divague encore, l'assoit contre lui et le serre. « Regarde, mon camarade, regarde. C'est ma famille qui passe. »